Fred est consultant, conférencier et formateur, expert du web dans lequel il travaille depuis plus de 15 ans. C'est donc un habitué de Web in Lorient. Il va ouvrir cette année la conférence par une rétrospective de l'année passée et un petit peu de prospective pour l'année suivante, le tout dans le secteur numérique. Fred, c'est à toi. Merci pour l'introduction. Effectivement, comme tous les ans, je suis vraiment très content d'être ici parce qu'il y a un super accueil, parce qu'on a beaucoup de participants, parce qu'on a des intervenants qui sont toujours pertinents, donc c'est toujours un plaisir de venir. Donc, on m'a chargé de vous faire une rétrospective de l'année 2016, donc tout ce qui s'est passé dans le monde du numérique. Ce qu'on va faire dans la prochaine demi-heure, c'est qu'on va essayer d'avoir un regard synthétique sur qu'est-ce qui a bien pu se passer en 2016 dans le monde du numérique, sachant que, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà. Et j'ai ma zapette qui ne fonctionne pas. Elle n'est pas allumée? Si... Non, j'aurais pas fait cette erreur quand même. Elle n'était pas allumée. Donc effectivement, en 2016, il s'est passé beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. On a eu tout un tas d'investissements, de développement, d'innovation, avec des termes un petit peu barbares comme la blockchain, comme l'intelligence artificielle, le machine learning et ainsi de suite. Il s'est vraiment passé énormément de choses et on a vraiment le sentiment que le rythme d'innovation, en fait, il s'accélère. Et effectivement, je vous le confirme, il s'accélère. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir une vision un peu structurée, donc de prendre du recul par rapport à tous ces événements, parce que toutes les semaines il s'est passé des choses, et d'essayer de voir ça de façon un petit peu plus macro. En 2016, déjà, on a eu pas mal de faits marquants, notamment pas mal de crises qui ont été un petit peu traumatisantes. On a eu par exemple des failles de sécurité d'une ampleur sans précédent. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tous ces mots de passe qui ont été volés, chez Yahoo, chez LinkedIn ou chez tout un tas d'acteurs du numérique, mais ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'emails qui ont été volés. Donc généralement, c'est fait par des personnes malveillantes, donc c'est pas forcément des erreurs de la bêtise humaine, c'est qu'on a forcément des gens malveillants qui vont récupérer ces mots de passe. Il n'empêche que là, on parle de failles de sécurité avec plusieurs centaines de millions de mots de passe qui sont volés. Donc, ça craint, et ça pèse sur le moral. On a également ces histoires, vous savez, de voitures de Jeep qui ont été hackées. Voilà. Jeep a dit « Ah oui, effectivement, on a vu, il y a un problème, il a été réparé. » Non, en fait, non, parce qu'ils ont hacké à nouveau la Jeep qui a été réparée. Donc ça aussi, c'est pas terrible. D'autant plus qu'il n'y a pas que les Jeeps, il y a aussi les Volkswagen, il y a aussi d'autres voitures qui ont été hackées. On a également les 20 plus grandes chaînes hôtelières qui ont subi une attaque de hackers, donc on parle d'une attaque coordonnée. Donc là, on commence à avoir un certain nombre de signaux qui nous montrent que, quelque part, la résistance et les groupes mafieux s'organisent pour pouvoir faire du piratage informatique à grande échelle. Donc ça, c'est une réalité, il ne faut pas l'occulter, parce que plus on avance dans le temps, plus l'outil informatique il se diffuse dans la société, donc on a des smartphones par milliards, on a des objets connectés qui arrivent, et si on n'arrive pas à sécuriser tout ça, ça va vite devenir problématique. Quelle autre crise on a eu également en 2016? On a eu les bloqueurs de bannières. Qui utilise un bloqueur de bannière ici? Levez la main pour voir. Oh, même pas la moitié. D'accord. Ça vous plaît, les bannières? Tant que ça, à ceux qui n'ont pas installé le bloqueur de bannière. C'est moche, ça ralentit, c'est une catastrophe. Bref, ça fait 10 ans que ça existe, les bloqueurs de bannières, mais en 2016, on a eu une prise de conscience généralisée, notamment par les éditeurs de contenu, qui se sont dit « Ah bah mince, des bloqueurs de bannières, comment je vais faire pour gagner ma vie ?» Ah bah non, c'est pas possible. Ah bah non, si on bloque les bannières, pas de contenu. Donc moi, crac, je bloque. Donc là, on est face à une situation de crise où aujourd'hui, on a des éditeurs de contenu qui ont toujours gagné leur vie avec des bannières et qui refusent d'évoluer. Et de l'autre côté, on a des internautes qui disent « Je comprends qu'on doit financer la création de contenu, mais bon, vos bannières, déjà c'est pas une bannière, c'est 5, 6. En plus, elles sont grandes, en plus elles se mettent sur tout l'écran, en plus il y a du son, il y a de la vidéo, donc c'est quand même extrêmement perturbant. » Donc aujourd'hui, on est dans une impasse. Pourquoi? Parce que on a d'un côté des internautes qui en ont assez de se faire agresser visuellement, et de l'autre, des éditeurs de contenu qui disent « Ah bah oui, mais moi, il faut bien que je gagne ma vie. » Ce qui est dommage, c'est que ces fameuses bannières,
Elles ont permis de financer le web ces 20 dernières années. C'est à la fois le plus vieux modèle économique, mais c'est également le plus ancien. Et ce qui est effectivement dommage, c'est que, comme tout produit, il y a un cycle de vie, et depuis 20 ans que les bannières existent, je pense qu'il serait temps qu'on fasse évoluer ce produit publicitaire et qu'on passe à autre chose. D'autant plus qu'on a des choses en stock. On a notamment la publicité native, qui est beaucoup plus élégante, qui est beaucoup moins intrusive. Donc en 2016, on a eu cette crise des bannières, on n'en est pas tout à fait sorti, et ça aussi, ça laisse des gens sur le carreau, parce qu'il y a des revenus qui ne sont pas perçus par les créateurs de contenu. Qu'est-ce qui s'est passé également en 2016 ? On a eu des soucis avec notamment le débat sur les VTC. Donc, on a vu Uber et on va dire les manifestations des taxis qui ont eu lieu dans toute la France. On a vu également des services comme Hitch qui ont été, on va dire, stoppés net par le gouvernement, avec un fondateur qui a fait beaucoup de bruit dans les médias pour essayer de faire en sorte que sa start-up survive. On a aussi l'ancien ministre des Finances qui essayait on va dire, de légiférer tout ça. Donc là, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'en fait, le débat autour du numérique et de la création de nouvelles startups se répand, on va dire, plus généralement dans l'économie et dans la société. Pourquoi? Parce qu'il y a des emplois qui sont en jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a des positions dominantes qui sont malmenées et que ça fait grincer des dents. Donc tout ça fait que 2016 a été une année chargée et une année tourmentée. En parlant de tourmente, il faut également qu'on parle de Facebook. Facebook est aujourd'hui l'acteur ultra dominant du web, tellement dominant qu'il impose ses règles et que personne ne les remet en cause. Sauf que, on s'est rendu compte cette année qu'en fait, il n'était pas tout à fait, on va dire, tout à fait au clair avec leurs pratiques, notamment sur tout ce qui concerne la diffusion d'informations. Facebook, aujourd'hui, c'est, pour beaucoup d'internautes, la première façon de s'informer. Sauf que, en mai 2016, si mes souvenirs sont exacts, on s'est rendu compte qu'en fait, qui décide de quelle news, donc de quelle information est diffusée sur Facebook ou pas, en gros, il y avait une dizaine de personnes qui s'en occupaient. Ils avaient une charte qui suivait ou pas, et c'est tout. Donc on a notamment des membres du Parti républicain qui se sont rendus compte qu'il y avait assez peu de news sur les républicains et beaucoup plus de news sur les démocrates aux États-Unis. Donc ils ont commencé à faire du bruit, ils ont commencé à exiger des comptes de la part de Facebook qui a dit tout simplement « Ah effectivement, on a une équipe de modération, bon ils sont une dizaine, ça vaut ce que ça vaut, mais voilà, ça a bien tourné jusqu'à présent. » Non, ça c'est pas possible. On ne peut pas confier les clés de l'information à une dizaine de bonhommes qui ont une charte entre les mains et qui se débrouillent comme ils peuvent. Donc ça, c'est pas possible. En septembre 2016, Facebook a également été obligé qu'au niveau du comptage du nombre de vidéos vues sur sa plateforme, ils avaient fait une erreur. C'est notamment le groupe je ne me rappelle plus de l'agent de publicité en fait, qui a mené sa propre enquête parce qu'il trouvait qu'il y avait un impact assez faible des publicités vidéo par rapport au nombre de vues que Facebook leur remontait. Et là aussi, on s'est rendu compte que Facebook, il survalorisait de 80% le nombre de vidéos vues. Et ça aussi, ça craint. Donc on est en 2016. Facebook a une position ultra dominante que personne ne peut lui contester, mais on commence à se rendre compte qu'ils en ont abusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont été un petit peu légers, notamment sur la modération des informations, notamment sur le comptage des vidéos vues. Et là, on se rend compte que avoir un acteur ultra dominant, ça pose un problème, parce qu'il impose ses règles et parce que personne ne le contrôle. Effectivement. Donc tout ça mis bout à bout fait que 2016, ça a été une année quand même un petit peu traumatisante, entre les failles de sécurité, les problèmes sociétaux, ces histoires de bloqueurs de bannières et Facebook. Mais heureusement, on a aussi eu quelques événements, on va dire, un petit peu plus encourageants, à commencer par Pokémon Go. Ça c'était vachement bien quand même. Succès planétaire pour une application mobile, somme toute, assez basique, mais qui nous a prouvé que l'être humain, il est capable de sortir de chez lui, il est capable de rencontrer d'autres personnes, et il est capable de faire, on va dire, une activité en société, donc avec d'autres êtres humains. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. On nous a dit que l'Internet, ça nous enfermait chez nous, que le smartphone, ça isolait socialement.
Là, c'est sûr, ils sont toujours sur leur smartphone, mais bon, tous les joueurs, et on parle de plusieurs centaines de millions de joueurs, ils étaient dehors, ils prenaient l'air, et ils se regroupaient entre eux. Donc ça, c'est plutôt un signe encourageant. C'est encourageant d'un point de vue sociétal, parce qu'on fait sortir les jeunes de chez eux. C'est encourageant d'un point de vue business, parce qu'accessoirement, il y a quand même un demi-milliard de dollars de revenus qui a été généré, donc dans cette histoire, tout le monde gagne. Ah, ça fait du bien, quand tout le monde gagne. Quel autre signal encourageant on a eu en 2016? De l'argent, beaucoup d'argent. On a eu des acquisitions, principalement aux États-Unis, avec des montants tout simplement hallucinants. Que ça soit dans des acteurs du monde du logiciel, que ça soit des plateformes sociales, que ça soit des acteurs des médias numériques. AOL qui rachète, AT&T qui rachète Time Warner, SoftBank, le japonais, qui rachète ARM, donc ceux qui conçoivent les processeurs des smartphones, 30 milliards de dollars, Microsoft qui rachète LinkedIn, 26 milliards de dollars, Oracle, Verizon, Microfocus et ainsi de suite. On a eu des acquisitions avec des montants qui sont complètement hallucinants. Certes, ça reste toujours moins que les géants de l'agroalimentaire, Monsanto qui s'est fait racheter pour plus de 100 milliards de dollars, mais quand on met bout à bout toutes ces acquisitions dans le monde de l'Internet et des médias numériques, ça commence à faire une sacrée somme. Et ça, c'est plutôt encourageant. Pourquoi? Parce que ça préfigure les années à venir et ça préfigure le potentiel qu'il va y avoir derrière. Donc en 2016, des crises, soit un petit peu traumatisantes, mais également des signaux encourageants, donc quelque part ça s'équilibre. Et puis de toute façon, c'est pas comme si on pouvait couper l'Internet, donc je pense qu'on va repartir pour 2017 avec encore de l'Internet. Sinon, j'ai parlé tout à l'heure du conflit avec les bloqueurs de bannières, et notamment des éditeurs de contenu qui voient leur modèle économique remis en cause. 2016, ça a été également une année, on va dire, de grands changements pour le monde des médias. Qu'est-ce qui s'est passé en 2016? Déjà, on a constaté une bonne fois pour toutes la chute des revenus publicitaires du papier. Donc tous les éditeurs de journaux papier, ils ont mal. Ils ont mal parce qu'on vend moins de papier, et en plus, le peu de papier qui reste, c'est des montants publicitaires qui rapportent moins d'argent. Donc ça, on va dire, c'est le signe qu'ils doivent impérativement évoluer, à la fois dans leur modèle économique et qu'ils doivent remettre en cause un système qui a bien fonctionné pendant 300-400 ans. Si vous voulez, on peut parler de Gutenberg, on peut dire qu'il y a 400 ans, la presse a libéré des gens, machin. Ok, peut-être, mais on est en 2016, bientôt 2017, et les journaux papier, on n'en vend plus. Dans certains pays, notamment le Canada, et c'est la diapo qui est à droite, on pense qu'au rythme où vont les choses, en 2025, il n'y aura plus de journaux papier, plus du tout. Alors, il faut dire que le Canada, c'est un pays particulier. C'est très grand, densité de population assez faible, l'hiver, les routes sont bloquées par la neige, donc c'est un petit peu plus compliqué pour eux, mais au rythme où vont les choses, effectivement, en 2025, il n'y aura plus de journaux papier au Canada. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les journaux papier ils disparaissent? Tout simplement parce qu'on a des utilisateurs qui aujourd'hui s'informent ailleurs, et notamment sur les grandes plateformes de contenu, Facebook. Je vous rappelle que maintenant, dans Facebook, on peut directement lire les articles. Donc avant, dans votre flux, quand vous cliquiez sur le titre d'un article, ça vous emmenait sur le site web de l'article. Maintenant, l'article, vous le lisez directement dans Facebook. C'est pareil pour Google. Ils ont lancé une technologie qui s'appelle AMP, Accelerated Mobile Page, qui permet en fait d'afficher les pages de contenu directement dans la page de résultats de Google. Et c'est pareil chez Snapchat, où on peut lire le contenu directement dedans. Donc aujourd'hui, on a des éditeurs qui fournissent leur contenu directement à Facebook, à Google ou à Snapchat. Ils râlent parce qu'ils disent « Ah, mais nous, on se fait ponctionner une partie de nos revenus, c'est quand même terrible. » Soit, mais personne ne les a forcés. Et en plus, Facebook, Google et Snapchat, eux, ne font pas de bannières. Ils ont des formats publicitaires natifs. Donc, quelque part, l'un dans l'autre, je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente. On peut arriver quelque part à se dire que Facebook, Google, Snapchat, c'est à la fois le problème et la solution pour ces éditeurs de contenu qui aujourd'hui n'arrivent plus à vendre du papier et n'arrivent plus à vivre de la distribution traditionnelle. Donc, au niveau de la presse papier ou même des magazines, gros chamboulement, énorme. Au niveau de la télévision,
Là, c'est pareil, on a des gros changements. Regardez les graphiques qu'on a ici. Sur les tranches de population les plus jeunes, donc les moins de 17 ans, les moins de 25 ans, la chute de l'audience de la télévision, elle est spectaculaire. Regardez en bas à gauche, on a une répartition des médias en fonction des tranches d'âge. Donc on constate que le média Internet à droite, à gauche, pardon, au niveau des tranches les plus jeunes, il est dominant, alors que la télévision, elle est en baisse, et inversement. Schématiquement, les jeunes sont sur Internet, les vieux sont sur la télé. D'accord ? Aujourd'hui, on a toute une industrie qui se rebelle contre ça, notamment les grands cabinets d'analyse d'audience qui vont vous dire, et c'est le schéma qui est à droite, « Ah, mais rassurez-vous, la télévision, effectivement, sur les jeunes, oui, ils vont beaucoup en ligne. Par contre, sur les populations seniors, donc ceux qui ont le vrai pouvoir d'achat, oh là là, rassurez-vous, la télévision, elle est encore dominante. Regardez, c'est la colonne de droite, les boomers, 2,3 heures de télévision par jour, tout va bien. Non, tout va pas bien. Parce qu'en fait, si on additionne le temps passé sur le mobile, le temps passé sur les vidéos en ligne et le temps passé sur les médias sociaux, on a des seniors qui passent plus de temps en ligne que devant la télévision. Donc non, tout ne va pas bien. En fait, là où on a un grand chamboulement, c'est que ce qu'on appelle la TV linéaire, ça veut dire que quand vous allumez votre télé, hop, vous avez le flux qui vous arrive. C'est cette télé-là qui est mal. La télé de rattrapage, la catch-up TV, la vidéo à la demande et ainsi de suite, arrive à se maintenir. Maintenant, la TV linéaire, c'est un modèle qui perd de plus en plus de parts d'audience. Et ça, c'est inéluctable. Sur certains marchés, notamment en Angleterre et aux Pays-Bas, un quart des foyers sont déjà abonnés à Netflix. Et ceux qui sont abonnés à Netflix disent « moi, je ne regarde plus que ça, parce que de toute façon, la télé nationale, excusez-moi, mais je... » Non. Une fois qu'on a commencé, on ne revient pas en arrière. Donc, on a une audience de la télévision qui baisse, donc des revenus publicitaires qui baissent. Comment ça se fait tout ça ? Tout simplement parce que peut-être qu'on a une offre du contenu qui ne se renouvelle pas assez. Et effectivement, quand on regarde aujourd'hui ce que l'on retrouve en ligne, on a des contenus et des formats qui sont, on va dire, beaucoup plus modernes. Notamment, on va retrouver des micro-vidéos, que ce soit sur Snapchat ou sur Vine. On va retrouver des formats intermédiaires sur YouTube, avec des vidéos de 10, 15, 20 minutes, mais des contenus qui sont, on va dire, beaucoup plus tranchés et beaucoup plus modernes que ce qu'on va trouver à la télévision. On va également retrouver de la vidéo live sur Facebook. Donc, on a tout un tas de formats comme ça qui sont exploités en ligne et qui plaisent aux jeunes et qui plaisent aux moins jeunes. Donc là, quelque part, effectivement, on a des revenus publicitaires qui baissent pour la télévision traditionnelle, mais ils sont acteurs de cette baisse parce qu'ils mettent un petit peu de temps à renouveler leur format de contenu. Et on a enfin, pour couronner le tout, une nouvelle génération d'acteurs médias, donc de producteurs de contenu, qui n'existent que sur Internet, avec des gens comme The Dodo, par exemple, qui est spécialisé dans les chats, chiens, hamsters, poissons rouges. Voilà, c'est un portail de contenu où on ne parle que des animaux de compagnie. Mais ça plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça plaît et ils arrivent à dégager des revenus qui sont non négligeables. Tant mieux pour eux. On a également des gens comme A+, qui fait de la rédaction d'articles assistés par intelligence artificielle. Donc en gros, les articles sont pré-rédigés en fonction des sujets qui vont intéresser le plus les gens. Bah ouais, mais ça plaît. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et on a également des acteurs comme Now This News. Alors eux, ils n'ont carrément pas de site web. D'accord ? Tout le contenu qu'ils créent, en fait, ils le diffusent sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, et ça fonctionne très bien pour eux. Donc non seulement on a des acteurs traditionnels qui doivent subir la concurrence de Facebook, de Google, de Snapchat, mais en plus, ils doivent subir la concurrence des nouveaux entrants qui maîtrisent parfaitement les nouveaux formats et surtout des nouvelles typologies de contenu. Donc, moralité, le bouleversement dans les médias, il n'est pas prêt de s'arrêter. Et on pense vraisemblablement que 2007, ça va être un vrai carnage pour les médias traditionnels, surtout pour ceux qui luttent et qui refusent le changement. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre en 2016 ? Tout comme pour l'industrie des médias, on a vu d'autres industries qui sont également, on va dire, en plein bouleversement, mais qui l'acceptent, avec une phase de transition, on va dire, qui est en train de se passer. Notamment dans l'industrie du logiciel et des services informatiques,
on a le cloud computing, donc l'informatique hébergée, qui est un domaine, on va dire, extrêmement prolifique, avec des sommes d'argent colossales en jeu. En gros, toute l'informatique des entreprises, avant c'était hébergé chez les entreprises, maintenant on est en train de les mettre dans les nuages. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, c'est moins cher, c'est plus performant, et on arrive à beaucoup mieux gérer, on va dire, l'informatique au quotidien. Donc là on a en gros tout un tissu économique et industriel à réinformatiser, parce que c'est des vieilles applications qu'il faut remettre à jour et qu'il faut envoyer dans les nuages. Ça génère énormément d'argent, avec des acteurs comme Amazon, comme Microsoft, Google, Oracle, qui se battent pour récupérer ce pactole. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des technologies standards qui commencent à se mettre en place, notamment le principe de dockerisation. Donc, en gros, vous prenez vos logiciels, vous les mettez dans un conteneur, et après le conteneur, vous le mettez chez Amazon, chez Google, chez Microsoft, chez Oracle, en fait, comme ça vous arrange, et vous le faites bouger. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on a beaucoup plus de fluidité et la possibilité de choisir un opérateur de cloud plus facilement. En tout cas là, au niveau de l'industrie logicielle ou du software, on est en pleine phase de transition et il y a des sommes d'argent colossales. On est également dans l'industrie des applications mobiles, une transition en cours. Pourquoi? Parce que pendant des années, on a essayé de nous expliquer que la seule façon d'exploiter un smartphone et de toucher un consommateur à travers son smartphone, c'était avec une application mobile. Sauf que ça fait 10 ans que le mobinaute, il installe des applications sur son smartphone et qu'il est déçu. Donc aujourd'hui, il arrête. Les statistiques nous prouvent qu'un mobinaute sur 2 n'installe plus d'applications du tout. Voilà, il a arrêté parce que ce qu'il a, ça lui convient. Et la moitié restante, en fait, en moyenne, ils installent 3 applications par mois maximum. Généralement, c'est des jeux. Moralité, tous ceux qui aujourd'hui développent des applications mobiles, ils ont mal parce que, en gros, ils ont un modèle qui ne fonctionne plus. Il faut dire qu'il y a eu des abus, mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. C'est pas grave, les applications mobiles ne fonctionnent pas, on va trouver d'autres moyens. On a maintenant des choses comme ce qu'on appelle les applications transparentes. Donc, c'est la même chose. Donc, on va diffuser du contenu, on va proposer un service ou on va commercialiser une offre, mais sans nécessairement passer par une application mobile. On va passer par un site web, on va dire, mobile, qui se comporte comme une application. C'est ce qu'ils appellent les Progressive Web Apps. Je jargonne, mais c'est le terme consacré. On va potentiellement également passer par les systèmes de messagerie comme Facebook Messenger, avec les fameux chatbots. C'est la même chose, on propose du contenu, on propose des services, on expose des offres avec la possibilité d'acheter, mais au lieu de développer une application qui coûte cher, qui est compliquée à référencer et qui demande un effort certain de la part du mobinaute pour l'installer, la paramétrer, on va faire la même chose, mais avec un site web dédié, avec un chatbot qu'on va mettre sur une application de messagerie, que ce soit Facebook Messenger, Skype ou autre. Donc là encore, on a toute une industrie qui fonctionnait bien jusqu'à présent et qui était florissante. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars, qui est en transition. Pourquoi? Parce qu'on abandonne le modèle des applications natives sur smartphone. On a également, dans l'industrie de la production de vidéos, un grand chamboulement avec les vidéos à 360 degrés. Parce qu'on a la réalité virtuelle qui arrive, et parce qu'on a surtout des canaux de distribution de ces vidéos à 360 degrés qui sont beaucoup plus efficaces. Vous shootez une vidéo en 360 degrés, vous la balancez sur YouTube et Facebook, et voilà, et vous en occupez plus. Donc, à partir du moment où on a résolu le problème de la distribution de ces vidéos, avant c'était compliqué, il fallait créer une application mobile pour mettre la vidéo dedans, pour que on puisse la regarder. Maintenant, on l'envoie sur Facebook, sur YouTube, et ça passe tout seul. Ça permet notamment à des annonceurs de faire des choses beaucoup plus spectaculaires. Ici, par exemple, je vous ai mis Nescafé, je vous ai mis Mercedes, je vous ai mis The North Face. Donc on peut comme ça créer du contenu de marque qui est beaucoup plus immersif et qui est beaucoup plus intéressant. En revanche, pour ceux qui sont en charge de créer la vidéo, là c'est un petit peu plus compliqué.
D'une part, parce qu'il faut du matériel adapté, donc on a des caméras à 360 qui coûtent un petit peu plus cher. D'autre part, parce que il faut s'organiser. On ne peut pas avoir un perchman qui est derrière, parce qu'on ne peut pas avoir des câbles qui traînent, parce que sinon on va les voir. Voilà. Donc tout ça, c'est de l'organisation. On a également tout un principe d'écriture des vidéos qu'il faut revoir. Parce qu'avant, on pouvait concentrer l'attention sur un personnage, mais maintenant, à partir d'un moment où celui qui regarde, il peut regarder dans tous les sens, il faut écrire les vidéos différemment. Donc là, encore une fois, on a dans l'industrie audiovisuelle une phase transitoire où on apprend en fait à passer d'une vidéo figée, avec un format figé, à une vidéo à 360. Donc encore une fois de la transition. Et on a aussi des grands bouleversements pour tout ce qui est les métiers de la communication, donc de la publicité et du marketing, avec des offres extrêmement techniques, notamment tout ce qui est programmatic buying, donc de l'achat automatisé d'emplacements publicitaires, et tout ce qui est marketing automation, donc des techniques d'automatisation, par exemple d'envoi d'un email, par exemple de personnalisation d'une page d'accueil ou d'une fiche produit. Là encore, on a un arsenal technologique qui se met en place et on a surtout des budgets qui transitent. En 2016, la moitié des achats d'emplacements publicitaires en ligne, ils ont été faits par des machines. Donc là, encore une fois, on a une industrie en transition, on a surtout une industrie qui accepte ce changement et ça se passe à peu près bien. Donc, on a les médias, on a l'industrie du logiciel, on a l'industrie de l'application mobile, on a l'industrie de la publicité en ligne. Voilà, tout ça sont des industries qui aujourd'hui sont en transition, qui subissent de grands bouleversements, mais qui essayent de l'accompagner. Et ça se passe à peu près bien. En 2016, qu'est-ce qu'on a eu enfin? On a eu ce que j'appelle des technologies de rupture. Donc c'est des choses qui n'existaient pas avant. On a eu notamment la blockchain, la fameuse dont on entend beaucoup parler. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire le topo sur la blockchain parce qu'il me faudrait une journée entière tellement le sujet est complexe. Simplement, avant, on avait des bases de données qui étaient centralisées, d'accord, gérées par une seule personne. Avec la blockchain, la base de données, elle est distribuée, d'accord, donc elle appartient à la communauté. C'est ça le grand changement. Dit comme ça, c'est pas révolutionnaire. On avait une base de données avant, on en a une après, sauf qu'elle est distribuée. Il n'empêche que dans la pratique, on a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous. On a tout un tas, en fait, d'opportunités autour de la réinformatisation, repenser l'outil informatique, repenser les services en ligne. Je sais, dit comme ça, c'est très bateau, ça ne vous fait pas rêver. Rassurez-vous, ça ne va pas arriver tout de suite. On va mettre des années, voire des décennies, avant de bien, on va dire, appréhender tout ça, avant d'en avoir un bénéfice concret pour nous, utilisateurs. En tout cas, en 2016, tout le monde a pris conscience de l'enjeu qu'il y a derrière la blockchain, et ce n'est qu'un début. De même, en 2016, on a fait connaissance avec les interfaces vocales. Que ça soit à travers votre smartphone, donc vous parlez à votre smartphone, notamment à Siri sur un iPhone, à Cortana sur un smartphone Microsoft ou à Google Assistant sur votre téléphone Android, et il vous répond. On a la possibilité aussi de parler à la fameuse enceinte connectée qui a été commercialisée par Amazon déjà depuis 2 ans, mais qui commence aujourd'hui à être sacrément perfectionnée. Qui a déjà entendu parler de l'Amazon Echo, l'enceinte connectée? Oui? Pas tous? Ah d'accord. En fait, c'est tout simple. Vous parlez à votre enceinte en lui disant « Tiens, allume-moi la lumière ». Il y a un agent intelligent qui va retranscrire ce que vous lui avez dit, qui va le transformer en une instruction et qui va l'envoyer derrière. Ça peut être pour allumer la lumière, ça peut être pour « Tiens, mets-moi le dernier album de je ne sais pas quel artiste » ou « Commande-moi un Uber » ou « Commande-moi une pizza » ou tiens, rajoute-moi du beurre dans ma liste de courses chez Carrefour. Voilà. On lui parle et lui, il exécute derrière. C'est redoutable parce que ça marche. Eh oui, mesdames et messieurs. La grande différence, c'est qu'en fait, avant, on avait un taux de pertinence de la reconnaissance vocale qui était sous la barre des 95%. Aujourd'hui, avec les derniers progrès, on arrive à reconnaître plus de 95% des instructions qui sont données par la voix, et ça change tout. On passe d'un gadget à une réalité. Et aujourd'hui, on a, on va dire, tous les grands noms de l'informatique, les Google, les Yahoo, les Microsoft, et ainsi de suite,
qui misent là-dessus et qui commencent à, on va dire, sortir des produits grand public. Notamment chez Google, on a une enceinte connectée qui s'appelle la Home, on a un nouveau smartphone qui va sortir, qui va être connecté en permanence. Donc à tout moment, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui donner des instructions et il va exécuter pour vous. Donc ça va changer pas mal de choses. Le fait qu'avant, on devait manipuler son téléphone avec les doigts, demain, on le manipulera avec la voix. Le smartphone, mais également l'enceinte connectée quand on est chez soi, ou la télévision, et aussi la voiture. Et c'est là où il y a beaucoup d'argent à gagner, c'est dans la voiture. Parce que dans la voiture, en théorie, on ne peut pas manipuler son smartphone, on n'a pas le droit. C'est pas grave, on va parler à sa voiture et on va lui faire tout ce qu'on a envie de faire. Envoyer un message, commander une pizza, rajouter un produit à la liste de courses, télécharger une application, une chanson ou l'acheter. Voilà. Tout ça, on va pouvoir le dire à la voiture et elle va l'exécuter à travers les interfaces vocales. Donc là, encore une fois, ça se met doucement en place, et vous allez voir qu'assez rapidement, ça va monter en puissance. Qu'est-ce qu'on a également en stock aujourd'hui qui commence à faire beaucoup de bruit? Les intelligences artificielles, les fameuses, et le machine learning. Alors, il y a toute une littérature qui est liée en fait à la peur des robots, notamment à Hollywood. On l'a vu avec Terminator, on l'a vu avec des films comme celui-ci, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, ça fait peur. On est d'accord, un ordinateur autonome qui peut faire ce qu'il veut, a priori ça fait peur. Dans la réalité, rassurez-vous, on n'est pas en danger. Pourquoi? Parce que c'est parfaitement maîtrisé. Tout l'intérêt en fait d'avoir des intelligences artificielles et du machine learning, c'est de pouvoir faire des simulations qui sont beaucoup plus performantes. Notamment dans le domaine de la santé, on a aujourd'hui des grands progrès qui sont faits grâce à des simulations qui reposent sur les intelligences artificielles. On a également des grands progrès qui sont faits dans la conception des matériaux, notamment les panneaux solaires. Pourquoi? Parce qu'on peut simuler de façon beaucoup plus précise. Et on a des applications qui sont beaucoup plus pragmatiques, notamment Salesforce. Ils ont une intelligence artificielle qui s'appelle Einstein, qui va en fait parcourir votre base client et qui va vous dire lui il est chaud, allez, lui il faut le rappeler, là je sens que là le contrat on peut le refourguer. C'est tout bête, mais ça fonctionne. On a également des applications dans la publicité avec des principes de personnalisation des bannières avec un système auto-apprenant. Donc, on va vous personnaliser une bannière avec une offre, un prix. Si vous n'achetez pas, la prochaine fois, on va vous la représenter, mais avec une autre formulation et un autre prix. Donc, au fur et à mesure, en fait, on a des machines qui vont apprendre et qui vont essayer d'améliorer en fait, la performance des bannières. On a également des machines qui sont là pour améliorer la performance des pages, notamment les fameuses landing pages. Vous recevez une offre, vous cliquez dessus, vous arrivez sur une page. Ce sont des machines en fait, qui vont tester différentes combinaisons de la page pour savoir laquelle performe le mieux. Donc d'un côté, on a des choses qui sont très théoriques autour de la recherche scientifique, et de l'autre, on a des choses très pratiques autour de la publicité en ligne. Donc rassurez-vous, les intelligences artificielles, le machine learning, c'est en cours. On n'en a vu qu'une toute petite partie, on peut aller beaucoup plus loin, mais tout va bien se passer. Fred, je vais te demander d'accès. C'est presque la fin. C'est presque la fin. Ça, de toute façon, c'est quasiment la fin. Donc, avec les intelligences artificielles et le machine learning, on va avoir les robots et les véhicules autonomes. Là, encore une fois, il s'est passé beaucoup de choses en 2016 pour les véhicules autonomes. On a vu notamment aux États-Unis une première livraison par camion d'une cargaison de bière qui a été faite par une filiale de Uber. On a vu également des véhicules autonomes rouler sur la voie publique en Angleterre, à Singapour et même en France. Donc c'est en train d'arriver. Aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu nébuleux, un petit peu de « Oh là là, dans 10 ans, il va se passer… » Non, non, c'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. C'est maintenant et ça arrive. Voilà. Quand on met tout ça ensemble, qu'est-ce qui va se passer pour 2017 ? Rassurez-vous, je ne pense pas qu'on aura d'autres technologies de rupture en 2017. Pourquoi ? Parce que toutes celles qui vont arriver, on les connaît déjà. Simplement, on a eu une accélération dans l'innovation qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un petit point de conjonction. Pourquoi ? Parce que tout est déjà là. On a des nouvelles technologies, on a des nouvelles expériences, on a des nouveaux usages, et au milieu de tout ça, on retrouve toutes les thématiques qui ont été abordées dans la présentation. Donc, ça fait pas mal de choses, et il va falloir faire avec.
Donc aujourd'hui, en 2017, on arrive quelque part à un point de rupture. Pourquoi? Parce qu'on a envie de dire, mais c'est bon, stop, n'en rajoutez pas, ça fait déjà beaucoup trop, je ne sais plus où donner de la tête. Bah, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour bien aborder sereinement 2017 avec toutes ces innovations? La première chose à faire, c'est d'essayer déjà de prendre conscience. Pour ça, n'allez pas acheter des rapports Forrester, Gartner et ainsi de suite. Il y a des séries télé qui sont très bien, qui peuvent vous en apprendre. Notamment, je vous recommande Monsieur Robot, qui est diffusé en français aussi, et Black Mirror, là par contre c'est en anglais. Donc allez voir votre boss et dites-lui, bah tiens, je te propose telle ou telle série télé. Ça c'est intéressant parce que ça permet de bien prendre conscience de l'importance que l'outil informatique a pris dans notre quotidien, les smartphones et ainsi de suite. Ça permet de prendre du recul. Et c'est quand même beaucoup plus sympa que de se palucher un rapport Forrester qui est en anglais, qui est avec des mots compliqués, voilà, et c'est quasi gratuit. La deuxième chose que vous pouvez faire également pour bien aborder 2017, c'est de tester. Tester, comme ça vous saurez de quoi on parle. Tester les casques de réalité virtuelle. Il existe aujourd'hui des offres dans le grand public qui permettent de comprendre ce qui se passe. Tester également des applications de réalité augmentée. Des applications comme Third Eye, par exemple, qui fait de la reconnaissance visuelle, c'est magique. Une application comme Blip AR, là aussi c'est magique. Ces applis sont gratuites, installez-les sur votre smartphone pour vous rendre compte de la puissance qu'il y a derrière. Testez également les interfaces vocales qui sont présentes dans l'ordinateur que vous utilisez tous les jours, que ce soit Mac ou PC, pour vous rendre compte du potentiel qu'il y a derrière. La troisième résolution que je vous recommande également pour bien aborder 2017, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. Faites l'effort, par exemple, d'aller tester les chatbots sur Facebook Messenger ou Kik Messenger ou Skype. Allez les chercher, allez dialoguer avec eux, et vous allez voir que c'est assez surprenant. Faites l'effort également de tester l'assistant personnel de Google, qui s'appelle Google Halo. Donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre smartphone. Essayez de dialoguer avec lui, comme ça au moins, vous saurez de quoi on parle. Faites l'effort également de voir ce qui se passe sur Snapchat. Je sais, il y a beaucoup de crétins qui font des crétineries, on n'a pas envie parce qu'ils sont complètement cons, mais faites l'effort néanmoins d'aller sur Snapchat, allez voir dans la section Discover, vous verrez qu'il y a des contenus qui sont quand même assez bien foutus, avec notamment des quiz, avec des jeux, et il n'y a pas que des crétineries. Vous comprendrez pourquoi aujourd'hui les jeunes passent de plus en plus de temps sur Snapchat et pas à lire, on va dire, des grands quotidiens. Et enfin, la dernière résolution, c'est qu'une fois que vous aurez pris conscience, une fois que vous aurez testé et fait l'expérience, adaptez en conséquence votre offre. Et ça tombe bien parce qu'il existe aujourd'hui tout un tas de techniques, tout un tas de pratiques pour pouvoir adapter son offre. À la fois pour mieux comprendre les besoins des consommateurs, notamment à travers la modélisation du parcours client, ce qu'on appelle les fameuses Customer Journey, mais également des techniques de conception comme les Design Thinking pour essayer de mieux faire coller une offre, que ce soit un produit ou un service, avec, on va dire, les besoins réels des consommateurs. Donc, prenez conscience, renseignez-vous, testez et après, designez, essayez de mieux faire coller votre offre aux besoins des consommateurs. Voilà, merci pour votre attention. Merci Fred, merci beaucoup.